Comment incarner l'éthique? C'est ce que nous avons discuté ensemble avec Cyril lors de cette interview. Durant tout le long de cette interview, j'ai été vraiment fasciné par la capacité qu'a Cyril à mettre en place une discipline, à avoir une vision sur un vraiment long terme et tenir justement les actions nécessaires à la réalisation de cette vision. Ça nous emmène donc sur cette valeur de l'éthique et ensemble, nous avons vu en quoi cela permet justement d'atteindre la réussite, de se développer et de trouver justement l'épanouissement et surtout être en pleine forme et plein d'énergie. Alors avec Cyril, on a vu ce qu'est l'éthique, comment est-ce que l'on fait pour développer une éthique de manière stricte. Nous avons vu aussi comment trouver l'équilibre entre avoir une éthique très stricte et au contraire être laxiste. Comment est-ce que l'on fait pour trouver cet équilibre et ne pas tomber dans l'excès? Nous avons vu ensemble l'importance d'avoir une passion et comment celle-ci favorise la tenue d'une éthique stricte. Et nous avons vu de manière plus concrète comment le fait d'avoir cette éthique permet à Cyril de développer une école de yoga qui est unique en son genre à l'île de la Réunion. Et surtout, comment est-ce qu'un professeur de yoga peut justement se développer, trouver cette réussite grâce à cette valeur éthique. Et donc, vous l'imaginez bien qu'avec moi, forcément, j'ai amené Cyril à nous parler un peu plus de sa vision du yoga. Donc, c'est beaucoup d'informations à nouveau dans cette interview qui vous sera disponible dès maintenant. Salut tout le monde, on est jeudi et le jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui, pour moi, vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il nous vient du constat qu'en développement personnel, on trouve souvent des personnes qui vont vous parler d'identifier ces valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée est donc que différentes personnes nous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour vivre une vie en accord avec ces valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Cyril Chaker. Cyril est directeur d'une école de yoga et aussi professeur. On s'est rencontrés la première fois lors d'une conférence que j'avais fait sur le thème d'être en accord, enfin, écouter son cœur, que j'avais appelé. Et le lien s'était fait grâce à Laetitia Bizarre, que j'ai eu aussi la chance d'interviewer récemment. Et dès la première fois que j'ai rencontré en fait Cyril, il m'avait parlé justement de ses projets qu'il avait. Il était en pleine structuration de ses formations et de son école de yoga. Et j'ai tout de suite vu, moi, en fait, la congruence et la volonté que Cyril avait d'accompagner en accord avec ses valeurs et ses principes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité l'avoir sur le podcast. Cyril, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour, Gaël. Merci de m'avoir accordé un temps de parole conséquent, 1 heure. C'est quand même rare de pouvoir s'exprimer pendant 1 heure comme ça. C'est ça, je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Et comme j'ai dit, le thème c'est incarner ses valeurs. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord te demander actuellement, qu'est-ce qui te met en gratitude, toi? Ce qui me met en gratitude, c'est en fait ce que j'ai réussi à construire en étant en accord avec moi-même. Tout simplement, je suis arrivé à La Réunion et j'ai vu qu'il y avait peu d'offres de yoga de qualité. Moi, j'en faisais beaucoup à Paris. Il y avait beaucoup de super profs. Puis j'étais allé à l'étranger, j'avais vu pas mal de choses. Et je suis arrivé à La Réunion, il y avait pas beaucoup de profs. Et ceux que j'y suis allé, c'était un peu léger. C'était un peu léger. Et il y avait des super profs à La Réunion, mais je les avais pas encore vus. Et puis après, il est arrivé juillet-août. Les profs étaient partis en vacances. Moi qui faisais du yoga 2 fois par jour à Paris, j'arrive à La Réunion en mai et juillet, tout le monde est en vacances. C'est-à-dire que même dans l'Ouest, j'avais un scooter, en plus je pouvais me déplacer. Il y avait pas un cours sur l'île, juillet-août.
Et là, je me suis dit, mais en tant que pratiquant, c'est pas bien, quoi. C'est quelque chose que j'ai envie de changer. J'ai vraiment eu envie de le changer, ça. Puis après, j'ai fait une formation de yoga. Je suis retourné à Paris pendant 2 mois. J'ai fait une formation, c'était sur 4 jours. Et on avait 3 jours de pause pour aller voir d'autres profs. Donc, pour qu'on éveille un petit peu notre curiosité, qu'on soit pas juste Mathieu Bolleron, qu'on puisse aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Donc, une formation de 2 mois comme ça. Et puis, quand je suis revenu, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien qu'il y ait un studio qui m'engage, quoi, qui puisse me prendre, un endroit où je puisse débuter, à Saint-Pierre. Ouais. Et il n'y en avait pas. Ensuite, il y avait le modèle parisien où les profs, ils sont payés 40 ou 35 euros le cours. Alors, ils se déplacent, ils préparent leurs cours, ils reviennent chez eux. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Sauf qu'à Paris, quand on fait plein des cours, tu as une visibilité, puis ensuite, tu peux vendre des cours particuliers. À La Réunion, c'est pas pareil. Donc, tu pouvais pas être payé 35, 40 euros à La Réunion. Moi, je pouvais pas trouver de studio où me lancer. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de créer aussi. J'ai pas envie juste de créer quelque chose pour que les gens puissent pratiquer pendant les vacances, tout le temps, ou juste proposer un yoga de qualité avec quelque chose de profond et de régulier et de sérieux. Je voulais aussi créer un truc dans ma tête où il y ait d'autres profs qui puissent être payés le maximum, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'un prof qui vient enseigner chez nous, s'il a du monde, il peut être payé 130, 140 euros le cours. Ouais. Moi, je prends rien, en fait, dessus, quasiment. D'accord. J'ai plus de charges que les autres profs. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir offrir un petit peu un paradis aussi bien aux élèves qu'aux profs. Et je pense qu'un prof qui est bien payé, il est motivé mm-hmm. à donner un super cours. Il est motivé à rester, il est motivé à s'impliquer. Et du coup, je trouve que c'est un bon engrenage et qui a une belle dynamique aussi grâce à ça. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est ce que tu as réussi à créer, du coup, du constat que tu avais. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, tu as fait le constat qu'il y avait l'offre à la Réunion pour toi de cours de yoga ne correspondait pas à ce que toi, tu recherchais. Et du coup, tu t'es dit, tu vas le créer toi-même, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vraiment là-dessus que, aujourd'hui, pour revenir à la question que je t'ai posée, c'est la gratitude que tu peux ressentir aujourd'hui, c'est vraiment de te rendre compte de ce que tu as accompli et être cette fierté d'avoir pu accomplir ça. C'est ça qui te met gratitude actuellement. De réussir à rendre possible quelque chose qui est un peu hors norme, en fait. Ouais. D'accord. Il y a pas vraiment de studio qui gratifie autant ou qui valorise autant le travail des professeurs. Yes. Il n'y a pas non plus beaucoup de studios en même temps qui achètent du matériel de qualité, qui essaient de donner des cours profonds, d'apporter le plus possible à leurs élèves. Donc, le fait d'avoir réussi à créer ça et de réussir à rester dedans, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui. Super. Ok. Je posais cette question, en fait, de commencer sur vraiment la notion de gratitude, en fait, parce que j'aime bien voir un petit peu sur quelle énergie, en quelque sorte, on lance on va dire, la conversation. Donc, je trouve que déjà, l'énergie de gratitude, quand on la ressent pleinement, et ça nous met déjà sur une certaine fréquence vibratoire, en quelque sorte, et ça donne un peu le fil conducteur aussi on va dire, de l'interview. Donc, on va garder vraiment cette idée de rendre possible quelque chose qui est hors norme. J'ai bien aimé cette phrase que tu as dit. Et de garder ça dans un coin de notre tête pour se dire que c'est un petit peu l'énergie qui va être insufflée au fur et à mesure dans notre conversation. Du coup, j'en reviens sur le thème qui est incarner ses valeurs. Est-ce que tu pourrais nous partager pour toi quelle est la valeur qui te guide et qui te porte au quotidien? Alors la première valeur à laquelle je pense, c'est l'éthique. C'est l'éthique, l'authenticité. Ouais. Mais vraiment l'éthique sur toutes ses formes. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce que l'éthique, nous donner une définition? Je pense que c'est respecter au maximum de nos capacités nos élèves. Ceux qui viennent à notre cours, à nos cours,
il paye quand même une somme qui est pas négligeable. Et, je pense que la première des éthiques, c'est de respecter ça sous toutes ses formes. D'accord. Sur nous, ce qu'on propose, dans quelle énergie on arrive, Ouais. et de faire en sorte qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils repartent avec quelque chose à chaque fois. Yes. Donc là, c'est vraiment au niveau en tant que professeur et directeur de l'école, c'est vraiment l'éthique que tu as installée au sein de ton école. Et dans ta vie personnelle, vis-à-vis de toi-même, comment est-ce que justement cette éthique, elle prend forme? Comment? Mais c'est assez rigolo, tu vois. Si j'ai un cours le soir, si on me propose de manger un pad thai à midi, bah, même s'il est végétarien et tout, comme il y a trop de sel, comme c'est quelque chose qui va me déshydrater, mais je dis non. Je dis non parce que je sais que je vais donner un cours moins bon si je suis déshydraté que si j'ai mangé une salade ou des choses un peu plus aqueuses. Donc ça, je vais pas accepter de faire une rando en plein milieu de la journée et d'arriver un petit peu dans le stress des bouchons à mon cours ou un petit peu épuisé, un petit peu fatigué. Non. Il faut savoir que le prof de yoga, il vend une énergie. Et il doit apporter de l'énergie à ses élèves. Et les élèves, ils viennent aussi pour ça. Ils sont souvent crevés de leur journée. Ils veulent vraiment quelqu'un qui les rebooste, qui leur donne une belle énergie, qui choisit bien ses mots, qui choisit bien les postures, etc., qui les construit quelque chose adapté pour eux. D'accord. Et ça demande aussi une préparation toute la journée, qui est d'y penser, tout simplement, dans nos choix. Ouais. Dans ce que tu me dis, ce qui me vient, il y a une forme de discipline, en fait, que tu mets en place, justement, pour pouvoir, toi, respecter l'offre que tu as créée pour tes élèves, justement. Et on en revient, tu utilisais beaucoup ce mot d'avoir un yoga profond, vraiment une offre de qualité aussi. Et ça vient justement de l'éthique qui est mise en place par le professeur. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu as une hygiène de vie qui, aujourd'hui, est en accord avec cette éthique, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais ça va même au-delà, tu vois. Je vais pas appeler ma mère avant le cours, parce que si je m'embrouille avec, je vais arriver dans une énergie négative où il y a des personnes, des fois, qui sont un peu dépressives autour de nous, on a envie de les aider. Bon, bah, je les aiderai après le cours, mais pas avant le cours. Je vais essayer de m'entourer aussi de gens, de personnes qui vont me nourrir plus que de me prendre de l'énergie avant un cours. Et c'est aussi dans ce choix de qui nous entoure et à qui on parle. D'accord. Et c'est du coup, beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, cette éthique, pour toi, c'est quelque chose que tu as eu depuis jeune, depuis tout petit, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure de ta vie? Je pense que je l'avais au fond de moi, mais j'ai toujours été dans des structures, la RATP, Alstom, etc. J'ai eu des pics ponctuels d'éthique où je me suis dit, allez, je fais à fond. Puis du coup, ça suivait pas en fait. Ça suivait pas parce qu'il y avait une administration, il y avait des choses autour de moi qui faisaient que ça suivait pas. Personne autour de moi suivait. Et comme j'étais en bas de l'échelle, j'avais l'impression que ça servait vraiment à rien. Donc après, j'arrêtais. Je l'ai toujours eu au fond de moi, mais elle s'est manifestée que quand je suis devenu prof de yoga. D'accord. Ok. Donc c'était vraiment le fait d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir être en accord avec cette éthique et d'avoir le bon environnement. Comme tu me disais, justement, dans le milieu professionnel, parfois on a une administration ou des collègues qui nous permettent pas forcément de pouvoir être autant en accord avec l'éthique qu'on le souhaiterait, quoi. Ouais. Ok. Juste pour revenir un petit peu à la définition même de l'éthique, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est être en accord avec vraiment quelque chose de fort. En fait, il y a vraiment une notion de congruence avec quelque chose. Et c'est quoi cette chose, justement, en laquelle on est en accord? Tout à l'heure, tu me parlais du respect des élèves, du respect de l'offre que tu as créée. Si on devait donner une définition globale, pour toi, ce serait quoi? Une définition globale du respect? De l'éthique en elle-même, en fait, ouais. De l'éthique? Ouais. Je pense que c'est agir avec conscience
en tout cas en tant que prof de yoga, c'est agir en conscience et par rapport à ses élèves, par rapport aux professeurs qui enseignent avec nous et par rapport aux professeurs qui enseignent pas avec nous. D'accord. Donc, essayer de pas trop parler derrière leur dos, même si c'est difficile, parce que des fois on a des coups bas et on a envie de répondre et on essaie de pas répondre. On est forcément critiqué, c'est sûr, mais essayer de passer outre, de pas aller voler les clients des autres profs d'une manière ou d'une autre. Je pense aux cours gratuits. Des fois, il y a des profs, ils arrivent, ils mettent des cours gratuits pour attirer tout le monde. Sauf que c'est un petit peu du vol par rapport aux profs qui sont déjà en place, qui ont des prix, etc. Si les personnes viennent voir ces profs-là parce que c'est gratuit, et c'est un petit peu dommage pour eux, et puis aussi pour les gens, parce qu'ils vont croire que le yoga c'est gratuit, et de toute façon ces profs-là ils pourront pas tenir très longtemps en faisant des cours gratuits, donc ils vont devoir mettre des prix. Sauf que passer de gratuit à des prix, en général on perd beaucoup de monde, donc c'est ce qu'on m'a appris aussi dans ma formation, pas de cours gratuits quand il y a d'autres profs autour de soi qui ont des cours payants. Si on veut faire des cours gratuits, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller dans une maison de retraite, une prison, une école, il y a des gens qui peuvent pas payer de cours de yoga. Là, on peut proposer des cours gratuits. Donc, pour un public qui est censé normalement payer des cours, proposer des cours gratuits, c'est pas quelque chose qui me paraît éthique. Ouais. D'accord. Juste ça, voilà. Puis pas aller envoyer des mails aux élèves qui sont avec un autre prof, ou pas aller chercher à dériver un petit peu d'une manière ou d'une autre les élèves des autres profs. Je trouve que c'est important, quoi. Sinon, on rentre dans un cercle de manipulation qui est juste malsain, en fait. Ouais. Juste faire son truc et respecter les autres qui sont autour. Ouais. Donc, il y a une forme de respect, de poser un certain cadre, un certain comportement, en fait, qui est pour le bien-être de tout le monde, en quelque sorte, et le respect de chacun, et de respecter au mieux ce cadre. Par rapport à ce que tu me disais, justement, tout à l'heure, tu me parlais de l'alimentation, par exemple, du fait de te dire, OK, je vais manger un pad thai si je sais que j'ai un cours tout à l'heure. Comment tu arrives à tenir, on va dire, cette régularité, ou bien ça se demande quand même une certaine force de caractère, parce que certaines personnes se disent, bon, encore, pad thai, c'est pas non plus le truc, c'est pas tu vas bouffer un McDo, par exemple, quoi. Ça reste quand même un plat qui, on va dire, peut être, si végétarien, peut être quand même équilibré. Donc, tu me disais, OK, ça va être asséchant, ça va être salé, donc forcément, tu seras dans de moins bonnes conditions. Certaines personnes n'auront pas, en fait, un niveau aussi strict que pour être en accord avec leur éthique. Qu'est-ce qui, toi, te permet d'être aussi rigoureux par rapport à cela? Parce qu'en fait, j'ai une passion pour l'enseignement en tant qu'enseignant. C'est-à-dire, même si j'enseigne pas du yoga, la manière d'enseigner, donc la voix, le langage corporel, ce que je peux apporter en énergie et en précision dans ce que je vois, dans mes assists, c'est une passion, en fait. C'est tellement important. Je dirais, c'est comme si t'avais un match de foot super important. T'es super content de le jouer, ou un match de basket hyper important. Tu sais qu'il faut que tu sois bon. Tu sais que tu as envie d'être bon parce que tu as envie de marquer des paniers ou marquer des buts. Et tu sais que tu vas aussi interagir avec les autres et que ton état de forme, il va dépendre aussi directement, ça va influencer directement ta performance. Ouais. Et comme c'est ta passion, en fait, ça demande pas d'effort. Tu te dis, je vais pas me saborder avant mon match. Donc, en fait, tu fais pas parce que c'est ta passion. Et moi, ma passion, c'est d'avoir une belle voix, c'est d'avoir un langage corporel qui soit le mieux possible, c'est de pas boire de trop pendant mon cours, c'est de pas avoir la bouche asséchée, c'est de pouvoir chanter avec mes élèves en fin de cours. Donc c'est tous ces petits détails. Je suis tellement passionné par ça que, en fait, tout simplement, non, je veux pas me saborder avant un cours. Yes. Ce qui est inspirant dans ce que tu me dis, c'est parce que, par exemple, tu prends l'analogie avec un match de foot pour un joueur professionnel, par exemple, ou même quelqu'un qui fait de la compétition.
généralement, il va se dire, OK, le match, c'est le dimanche, par exemple, mais toute la semaine, où il va avoir, par exemple, les vacances, où il va se dire, bon, OK, je vais pas non plus être régulier à ce point-là tous les jours, en quelque sorte. Dans ce que j'entends, j'ai l'impression que toi, au contraire, ça va être tous les jours, chaque jour, tu œuvres avec cette éthique, en fait. Et que tenir sur le long terme, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, non, mais moi, je suis pas capable, c'est trop difficile. Au bout d'un moment, il y a, on va dire, certaines pulsions qu'on peut avoir, certains besoins aussi qui vont faire que comment tu arrives à trouver l'équilibre entre justement cela. Je donne pas trop de cours. Ouais. Je me suis rendu compte que j'en avais parlé avec des profs de yoga, et notamment avec Valérie Métivier, que j'adore, qui est une prof de yoga Iyengar à l'entre-deux. D'accord. Elle me disait au-delà de 10, normalement un prof de yoga, c'est pas plus de 10 cours. Parce qu'au niveau énergétique, au niveau préparation, après ça devient n'importe quoi. Ouais. Et moi, j'étais pas trop d'accord avec, parce que moi, au bout de 8 cours, je sentais que le 8e, c'était un cours moins bien. D'accord. Le 8e cours de ma semaine, par rapport aux autres, c'était moins bien. Donc j'ai essayé de baisser, et je me dis qu'à 6 ou 7 cours max, je peux donner le meilleur de moi-même. Autrement, effectivement, je te rejoins, ça demanderait trop de discipline et je craquerais. D'accord. Donc je donne vraiment l'attention sur la qualité. Donc je donne 6 ou 7. Et puis les jours où je donne pas cours, je suis un peu plus relâché. D'accord. Ouais. Sur cette discipline. Je vais manger un pad thai. Je vais peut-être boire une bière. Je vais pas non plus aller dans l'excès parce que je n'en ai pas besoin. Mais je vais avoir ce côté relâchement que j'avais pas forcément la première année. D'accord. Donc il y a aussi cet équilibre que j'ai réussi à trouver, yes. et qui est important. Comme Teddy Riner qui mange n'importe quoi hors compète. Pendant de longs mois, il se lâche complètement. Ouais. Et ça lui permet en fait de trouver l'équilibre pour avoir une discipline de fer avant les compétitions et de tout gagner. Ouais. Et donc voilà, il y a un équilibre, je pense. Et tu l'as bien dit. Tout à fait. Il y a un équilibre à avoir. Ok. Et dans ce que tu as expliqué, j'ai bien aimé le fait que tu te dis, en gros, tu as quand même une connaissance de toi où tu arrives à jauger en quelque sorte à quel moment toi, tu commences à perdre en qualité dans le cours que tu donnes. Et que donc tu t'es rendu compte que ça a été en quelque sorte toi l'indicateur qui te permet de savoir, ok, là je dois m'arrêter et je ne peux pas faire plus que cela, et c'est de ne pas d'aller au-delà en fait. Et je pense que c'est super important ce que tu dis, parce que ça fait écho aussi avec moi en fait dans ma pratique de coaching, où je me suis rendu compte qu'à un moment, par exemple, pendant le confinement, j'avais fait énormément de coaching et j'avais enchaîné, pour un moment, j'ai fait 5 séances de coaching en une journée. Et j'étais juste à la dernière séance, mais j'avais énormément de difficultés à rester concentré sur la personne et je voyais que je perdais en qualité, en fait. Et je me rends compte que il vaut mieux baisser, en fait, la quantité, mais vraiment, il fallait garder cette qualité, et que c'est super important aussi, et que ça demandait, moi, à un moment, d'être capable de dire aux personnes, ben non, désolé, il n'y a plus de place, en quelque sorte, et là, je peux pas rajouter un créneau ou des choses comme ça. Et c'est d'avoir justement cette capacité à on va dire, évaluer, s'auto-checker, moi j'appelle ça en quelque sorte. Et je trouve que c'est super important. Comment tu l'as découvert, ça, toi? En fait, est-ce que c'est parce que tu as, au bout d'un moment, forcé et que tu t'es rendu compte qu'il y a eu des impacts négatifs à faire plus que tu n'étais capable? Ou... En fait, je sortais de mon 8e cours. Du 8e cours de la semaine, c'était le vendredi soir. Je sortais, j'avais la semaine est finie. Et là, je savais que c'était pas bien. C'était pas quelque chose, en tout cas pas bien, au sens, bon, quand tu te dis ça en tant que prof de yoga, la semaine est finie, je veux plus entendre parler de yoga, c'est en général que t'en as fait trop. T'as trop enseigné ou il y a un truc qui est too much. Et du coup, j'avais des colocs qui buvaient beaucoup. J'avais des gens normaux, en fait, pour la réunion. Apéro, rando. Et du coup, j'avais tendance à être beaucoup plus dans l'excès après. Donc, j'avais la discipline pendant les 8 cours. Et puis après, je partais dans un excès un petit peu inverse, quoi.
pas des excès que j'ai pu connaître dans ma vingtaine, mais des excès que je connais plus aujourd'hui. Ouais. Et dès l'instant où j'ai réduit et que j'ai plus ce sentiment de ouf que la semaine est finie, c'est marrant parce que quand il y a un manque, tu vois. Maintenant, c'est quand mon cours commence, quoi. Il est quand mon prochain cours? Ouais. Et quand tu te dis ça, en tant que prof de yoga, je pense que t'es au bon endroit. T'es au bon endroit. Quand t'es pressé de commencer tes cours, et limite un peu déçu que la semaine se termine si tôt, c'est que je pense que t'es au bon endroit et que au niveau énergétique, t'es juste. Ouais. Si t'es pas très content de commencer ta semaine et que c'est un ouf de soulagement quand tu l'as fini, probablement que c'est un peu too much ce qu'on fait. Yes, tout à fait. Et dans ce que tu dis, en fait, je pense que là, ça peut faire écho à pas mal de personnes qui, justement, dans la vie de tous les jours ou dans leur travail, peuvent ressentir cela, justement. Combien on dit, voilà, oh non, le lundi, c'est le pire moment de la semaine parce qu'il faut repartir au travail et que le week-end, c'est le meilleur moment, en fait, en quelque sorte. Et je pense que beaucoup de personnes vivent sur ce rythme-là, en fait. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais en quelque sorte à ces personnes pour pouvoir sortir de cette espèce de cercle vicieux où, justement, on est dans je suis pas à la bonne énergie, en quelque, je suis pas au bon endroit. Alors, le conseil que je peux donner, ce serait plutôt à des indépendants. Parce que, sinon de négocier avec son patron, d'avoir un peu plus de télétravail et tout, mais ça, c'est pas vraiment un milieu que je pourrais conseiller. Par contre, ceux qui sont en auto-entreprise ou qui sont à leur compte, juste de se poser la question, en fait, c'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est d'avoir une belle énergie? Est-ce que c'est de mettre de l'énergie dans ta vie? Ou est-ce que c'est l'argent, le chiffre, et d'enlever de l'énergie de ta vie? Parce que la vie, si elle a des années en plus sans énergie, elle est moins belle quand même que quand elle a beaucoup d'énergie dans tes années de vie. Donc, quelle est la priorité, en fait? Est-ce que je veux de la qualité, une belle énergie dans ce que je fais et en fait dans ma vie? Ou au contraire, je veux de l'argent accumuler, me protéger, entre guillemets, du futur, sauf que moi, je vois Dharma Mitra, tu vois, c'est un prof de yoga qui a 83 ans à New York. Il tient sur la tête sans les mains, à l'envers. Il fait des inversions, il fait des drop backs, c'est-à-dire qu'il est debout, il part en arrière, il pose ses mains sur le sol en pompe, tu vois. Il a tellement d'énergie, il a tellement de qualité, en fait, que il a beaucoup de ressources, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Si à un âge avancé, t'es en énergie, t'es aligné, et ce que tu proposes, c'est de la qualité, en fait, tu auras de plus en plus de valeur. Et quelle que soit la monnaie du jour, si c'est un euro, des dollars, ou si c'est de l'or, ou si c'est des bitcoins, je sais pas, dans 20 ans. Si t'es vieux et en forme, parce que t'as fait attention à ça toute ta vie, t'auras énormément de valeur. Sauf que si t'es vieux à 60 ans, t'es fatigué parce que t'as voulu accumuler de l'argent, que t'as consommé ton énergie, tu l'as dispersé un petit peu dans tous les sens. Ok, t'as une maison, ok, t'as un compte en banque qui est alimenté, sauf que t'as de moins en moins de valeur. Donc, tu vaux, entre guillemets, de moins en moins, presque de plus en plus, rien. Et c'est un choix, en fait. C'est un choix. Ouais. Dans ce que tu me dis, je vois vraiment, enfin, si je pourrais, le mot énergie qui est vraiment super important, en fait, dans ce que tu me dis. Et en gros, si j'entends dans ce que toi, tu as décidé de mettre en place dans ta vie personnelle, c'est vraiment d'œuvrer de manière à avoir le plus d'énergie possible et d'être toujours au moins en pleine forme, en quelque sorte. Bon, on peut parler au niveau santé, mais je pense que ça reste aussi pas simplement au niveau physique, ça va être la qualité de tes émotions, la qualité de tes pensées aussi, forcément, j'imagine que tu travailles beaucoup là-dessus aussi. Et dans ce que tu me dis, c'est de conserver ça au maximum, même à 80 ans, d'avoir toujours autant de capacités, voire plus, et te bonifier avec l'âge, presque on pourrait dire être comme le bon vin, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que si tu arrives à 65 ans et que tu as au niveau athlétique, t'es encore en forme, et au niveau de la parole, si c'est encore du sens, que tu dis, si tes mots ont un impact, si tu arrives dans cet état-là à 60 ans,
tout ce que tu dis, c'est parole d'évangile. Tout le monde te croit. Parce que des personnes à 60, 65 ans qui sont en pleine forme, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, quand il y en a une qui est en forme, on l'écoute. Ouais. Et si on l'écoute, on va payer cher pour aller entendre ce qu'elle dit. Donc, en fait, c'est plus ça mon pari au niveau de la vie. D'accord. Après, je me suis aussi rendu compte que plus je visais la qualité, même si je dépensais beaucoup, plus en fait, il y avait d'argent qui rentrait. Plus je donnais, en fait, plus je récupère. Ouais. Pour te donner un ordre de grandeur, j'ai fait les comptes récemment. En 2 ans, j'ai dépensé 66 000 € pour le yoga à Saint-Pierre. C'est pas mal. C'est pas mal, mais plus je dépense, plus ça rentre. Plus je veux offrir, plus j'ai du retour. Donc c'est beau aussi de voir ça. Yes, en effet. Donc ce que tu nous montres, en fait, c'est vraiment cette idée aussi de, on va dire, de flux, en fait. C'est-à-dire de se rendre compte que l'idée n'est pas simplement de cumuler de l'énergie et de faire en sorte de la conserver pour soi. Et en gros, le but, ce serait d'avoir plein d'énergie. Donc je conserve, je n'utilise pas cette énergie. Et en gros, ce que tu nous dis, au contraire, c'est plus on va utiliser de l'énergie aussi, plus on va en récolter aussi, et que justement, il y a un cercle qui se met en place, vertueux. Mais pour pouvoir conserver ce cercle vertueux, il faut une éthique. C'est-à-dire que sinon, l'énergie, elle est dispensée dans tous les sens et n'importe comment. Et donc, forcément, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est tu fais tes 8 cours de yoga. Le week-end, tu vas boire et tu vas faire des sorties en randonnée de manière excessive. Donc, tu auras dépensé à nouveau ton énergie que tu auras pu cumuler durant les cours, mais sauf qu'elle ne sera pas répandue de manière à ce qu'elle puisse te revenir. Elle est perdue presque aussi, cette énergie. C'est ça, ouais. Donc, ce que toi, tu as mis en place grâce à l'éthique, c'est de pouvoir créer, en fait, on va dire, ce flux constant où, quand l'énergie, tu la donnes, elle te revient en plus. Et donc, ça grandit. Et donc, à ce moment-là, tu deviens de plus en plus grand, tu as encore plus de valeur, quoi, en quelque sorte, qui se produit à l'intérieur de toi. Ouais, c'est cela. Ouais. Yes. J'ai plein d'exemples en tête de profs qui faisaient 12, 13, 15, 20 cours et qui couraient partout dans Paris. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils arrêtent, quoi. Ils arrêtent, ils en peuvent plus. Yes. Et on comprend pas toujours ça au début. Un cours de yoga, si tu le prépares bien, si tu donnes la bonne énergie à tes élèves, tu peux pas en faire beaucoup. Ouais. Si tu veux les faire bien, tu peux pas en faire beaucoup. Donc, dans ce que tu me dis, il y a vraiment cette notion de privilégier la qualité que la quantité qui ressort vraiment. Donc là, dans ce que tu nous expliques, c'est vraiment les bénéfices de cela. Mais je vois aussi une deuxième chose qui se met en avant, c'est la longévité. C'est-à-dire que tu as une vision de ce que tu fais aujourd'hui. Pour toi, tu te vois déjà à 80 ans, en fait. C'est-à-dire que le travail que tu fais aujourd'hui, pour toi, le résultat, tu te dis pas, je fais ça pour dans 3 ans. Le résultat, pour toi, tu le verras quand tu auras 65, 70 ans, où tu diras, OK, je serai toujours prof à 70 ans. Et je serai toujours... Je verrai si ça fonctionne à 70 ans. Est-ce que c'est un peu un pari que tu t'es fait avec toi-même, en fait, de te dire, OK, aujourd'hui, moi, je crois en la capacité, en l'outil yoga, en quelque sorte, pour me donner justement les moyens d'être toujours plein d'énergie à 70 ans. Et aujourd'hui, tu veux, en gros, expérimenter cela? Oui, c'est ça. C'est un petit pari que je me suis fait à moi-même. Ouais. Et je pourrais écrire un livre, du coup, à 70 ans, pour raconter tout ça. Yes. Mais je dis pas que je suis pressé d'avoir 60 ans, mais en fait, il y a aussi un petit côté de moi qui est pressé d'y être pour voir dans quel état de forme je vais être. Et je pense que je serai en forme. Yes. Parce que je suis de plus en plus en forme. J'ai 34 ans, ça ne se voit pas forcément. Et j'ai bientôt 34 ans, et de plus en plus, je suis de plus en plus fort, de plus en plus souple, de plus en plus en forme. Je commence à maîtriser mon énergie de mieux en mieux, donc je vais plus dans la direction du vieillard en forme que dans la direction du vieillard rabougri. Voilà. Yes, tout à fait. Et dans ce que tu dis, c'est
Qu'est-ce qui t'a permis, toi, parce que j'imagine, tout à l'heure, tu parlais par exemple de la vingtaine, où j'imagine que comme beaucoup de jeunes, tu as fait les 400 coups et que tu as pu justement avoir voilà, les soirées à boire, à sortir avec les potes et tout, et qu'aujourd'hui, tu disais que justement, toi, c'est plus quelque chose qui fait partie de ta vie. Comment est-ce que tu es passé de justement un jeune qui a pu profiter à aujourd'hui ce que tu es? Qu'est-ce qui a fait en toi de te dire, OK, j'arrête ça et je me mets sur cette voie, en fait, du yoga? Euh, ça s'est installé lentement. Même si j'étais dans les soirées, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, la naturopathie, l'ayurveda, donc, et puis je me suis intéressé au yoga. Je cumulais les deux en fait, j'avais les deux étiquettes, puis j'en parlais dans mon milieu professionnel, et ils en avaient strictement rien à faire, quoi. Ils s'en foutaient de la nutrition, de tout ça, ils me prenaient pour quelqu'un de perché. Et à un moment donné, ça s'est désynchronisé avec mon environnement, c'est-à-dire que mes fréquentations, aussi bien au boulot que dans ma vie quotidienne, elles allaient pas du tout avec la direction que j'étais en train de prendre. Donc, je me suis dit, je m'en vais de Paris. Puis, un peu par intuition, je suis arrivé à La Réunion. Puis à La Réunion, j'étais au chômage, et je dois dire un grand merci à la France, parce que c'est un système qui m'a permis aussi de me poser pendant plusieurs mois, de réfléchir, quoi, de pouvoir m'isoler un peu du tumulte parisien pour revoir un peu à l'intérieur ce que je voulais faire et ce que je voulais être. Et du coup, j'ai pris une sacrée pause à La Réunion. Et, j'avais plein d'idées, guide de montagne, naturopathe, etc. Puis quand j'ai fait ma première formation de yoga, parce que j'en ai fait plusieurs, je me suis dit, si tu veux bien faire les choses, tu peux pas être naturopathe et prof de yoga. En tout cas, dans ma vision des choses, c'était déjà énorme, prof de yoga. Il y avait tellement de choses à faire pour être un bon prof que... Donc j'ai essayé d'avoir plusieurs casquettes, et puis à un moment donné, j'ai pris une casquette et je me suis dit, c'est celle-là. Yes. Ok. Puis à La Réunion, il y a moins de soirées, il y a moins de tentations, donc ça m'a aussi beaucoup aidé au début. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais justement de les personnes que l'on fréquente. Donc tu disais justement qu'il n'y avait pas forcément toi au travail, quand tu étais sur Paris, les gens te voyaient comme quelqu'un de perché. Comment tu as pu quand même, toi, au bout d'un moment, te dire je sors de ce cercle? Parce que beaucoup de personnes vont se dire oui, mais si je sors de ce cercle, je vais me retrouver tout seul, solitaire. Et peut-être que j'aurais plus d'interaction et tout. Et comment toi, tu as géré un petit peu, parce que ça peut être la peur de certaines personnes, de justement, qui sentent qu'ils n'ont pas le bon environnement, mais elles osent pas sortir de l'environnement. C'est venu grâce au voyage. J'étais avec une ex anglaise, qui était anglaise, en 2014-2015, et elle voyageait toute seule. Et elle m'a martelé ce truc du voyage tout seul. N'aie pas peur, voyage tout seul. Et puis quand on s'est séparés, une semaine après, je suis parti en Thaïlande avec un pote. Puis après, je suis revenu. Et après, je suis parti tout seul. C'était bizarre dans l'avion et tout, de réserver son billet tout seul et tout. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à voyager seul, et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de négatif. Et je pense que ça m'a sorti de cette peur de pouvoir de se retrouver tout seul quand on s'extirpe d'un milieu. Parce qu'on se retrouve jamais tout seul. Tu fais de nouvelles connaissances, tu as une autre énergie que tu vas connecter avec d'autres personnes autour de toi, forcément. Et à moins que tu ailles sur une île déserte, t'es jamais tout seul. Yes. Il y a des gens autour de toi, t'interagis, puis d'accord. Tu te refais des nouvelles connexions. Et je me suis rendu compte de ça au niveau de D'accord. Donc, dans ce que tu me dis, enfin, déjà juste pour résumer ce que tu viens de nous donner, c'est vraiment cette clé, en quelque sorte, le conseil que tu nous donnes, c'est vraiment de se dire d'expérimenter en fait la solitude pour se rendre compte qu'il y a des bénéfices en fait à être seul à un moment, et que les peurs que l'on peut avoir de se dire je vais me retrouver tout seul, comme tu nous le disais, elles sont pas fondées, parce que on finit toujours par rencontrer des gens. Et la clé, elle est dans l'expérimentation. Et tu te forces en plus à rencontrer des gens. C'est ça qui est beau, c'est que même si on a un côté introverti, on finit par travailler un peu le côté extraverti. Yes. Et
Et du coup, à travers ta démarche, dans beaucoup de choses que tu nous as dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression aussi que tu es une personne qui aime beaucoup expérimenter, c'est-à-dire de se dire que tu as une idée, en quelque sorte, mais tu vas le faire pour te rendre compte, OK, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, là, tu nous disais, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça fait d'être en pleine forme à 65 ans. Du coup, bah, je sais que pour pouvoir faire ça, il faut que dès maintenant, je mets en place une éthique, une hygiène de vie, un Mm. programme, en quelque sorte, qui va m'amener à cela et que ça va prendre peut-être voilà, 30 ans à mettre en place ça. C'est-à-dire que ça commence dès maintenant. Et que toi, tu es prêt à le Ouais, faire. c'est De ça. te dire, bah, OK, s'il faut faire 30 ans et il faut faire ça pendant 30 ans, bah, OK, on y va, quoi. Et ça te vient d'où cette passion de l'expérimentation à ce point-là? Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ouais, bon, bah, c'est bon, laisse Cyril faire et moi je regarderai et puis j'ai pas besoin d'expérimenter moi-même, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que toi, au contraire, ça te tient à cœur de pouvoir le faire, quoi, d'être dans l'action. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre et mm, ma première expérimentation, c'était 3 jours de jeûne. La vraie expérimentation où tu vas vraiment dans l'inconnu. Ouais. Volontairement, consciemment et tout. Et où j'ai vomi, j'ai eu une crise de détox entre le deuxième et le troisième jour. J'ai pas pu aller au travail. C'était terrible, mais je me suis senti tellement bien après. J'avais l'impression de flotter au niveau de mon mental. Il a flotté pendant des mois. Ouais. Et je me suis dit, waouh, ce saut dans l'inconnu, il est transformateur. Peu importe le saut que tu fais, il transforme, et en général positivement. Soit il te transforme positivement, soit tu apprends un truc. Tu Yes. apprends souvent beaucoup de choses. En fait, c'est cette... il faut faire le premier saut. Hein. Ces premières expérimentations, elles sont dures. Puis après, on a le goût d'expérimenter, en fait, parce qu'on sait que ça transforme. C'est assez Yes. addictif aussi. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est vrai que souvent, c'est ça, en fait, que dans beaucoup de personnes qui ont posé cette question, c'est la même chose qui revient, c'est cette forme d'extase, soit d'extase ou même de plénitude qu'on peut ressentir quand on est parti dans l'inconnu, on s'est jeté et on dépasse la peur. Quand la peur disparaît, elle laisse place à quelque chose une sensation, en fait, qui est indescriptible pour quelqu'un qui n'a jamais vécu cela, en fait. Mm. Et j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement, ces différentes expérimentations aussi. Et à chaque fois, bah oui, comme tu dis, on prend goût à cela et on va essayer de recréer en fait de nouvelles expériences qui vont nous donner cela, quoi. Et Mm. on se rend compte que des opportunités pour vivre cela, elles sont énormes. Et qu'à chaque fois, en quelque sorte, aussi, enfin, une des choses, enfin là, je parle vraiment personnellement par rapport à ce que tu me dis. Enfin, moi, je suis quand même en admiration par rapport à l'éthique que tu mets en place, en fait, parce que pour moi, éthique rime aussi avec discipline. Et je sais que ça a été une des choses, en fait, qui est pour moi depuis mon plus jeune âge, où je sais qu'il y a beaucoup sur les ambitions que j'ai, ça me demande une certaine discipline que parfois je n'arrive pas à tenir, en fait. Donc j'expérimente, j'essaie, j'ajuste et tout. Au fur et à mesure, je commence à trouver un petit peu le bon rythme qui me correspond. Mais parfois, moi, j'ai eu tendance à vouloir rentrer trop rapidement, en fait, de m'obliger à faire une discipline que je ne suis pas capable de tenir, en fait. Et je suis vraiment, moi, admiratif de ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que bah, tu arrives quand même à te poser, à avoir cette capacité de tenir cette éthique. Je reviens vraiment à cette notion-là. En fait, je trouve que c'est vraiment une valeur, l'éthique, qui demande beaucoup, en fait, de contrôle de soi, en fait. Et pour moi, la discipline du yoga aussi, en fait, pour tous les grands yogis, ce sont des personnes qui ont vraiment développé cela, en fait. Et je suis vraiment admiratif de cette capacité à vraiment arriver à se dire je domine le corps, en fait. C'est moi, je suis pleinement maître de moi, de mes pensées, de mon corps, de mes émotions. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une des choses aussi qui, toi, t'attire. Du coup, pour en arriver à ma question, c'est quels sont les conseils que tu donnerais, toi, justement, pour quelqu'un qui aimerait aussi bah, développer cette éthique-là et se mettre vraiment dans dans cette même pratique que toi, quoi. Euh, je pense que ce qui est fondateur et que beaucoup de personnes oublient de faire, c'est ce que tu fais le matin au réveil.
Le matin, en fait, il y a, même si on n'y croit pas aux énergies, c'est l'état énergétique où la Terre, où le monde autour de nous est le plus stable. Donc il y a moins de tumulte et c'est stable. C'est comme si le matin, c'était le lac tranquille et le soir, un peu la mer agitée. Donc tout ce que tu vas faire le matin, si tu jettes un caillou dans le lac tranquille, tu vas voir les fluctuations, tu vas pouvoir les observer. Si tu fais ta routine quand la mer est agitée, bon, c'est un caillou à la mer, c'est pas le même impact. Il faut aussi ensuite analyser deux choses le matin. Est-ce qu'on se réveille énervé, c'est-à-dire dans une énergie rajas. Donc l'énergie au yoga rajas, c'est l'énergie de l'action, du système nerveux sympathique, du mouvement, etc. Est-ce que quand on se réveille, on est comme ça? Ou est-ce que quand on se réveille, on est léthargique, amorphe, vaseux, etc., qui est une énergie plutôt tamasique. Et en fonction des deux états, il va falloir choisir une activité tous les matins que l'on se tient de faire, qui peut durer 5 minutes, puis ça peut prendre 1 heure. Et par exemple, quelqu'un qui est léthargique, s'il fait de la méditation le matin, il peut se réendormir, ça va pas être très efficace, tu vois. Parce que la méditation, c'est une énergie tamas, donc un peu lente, etc. Par contre, quelqu'un qui est hyper rajas, c'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens, c'est le feu à l'intérieur, il a le système nerveux au taquet le matin, c'est plus la méditation qu'il va devoir faire. Je donne un exemple sur moi. En fait, moi, je suis plutôt du côté léthargique. Je me réveille un peu. Les premières choses que je fais le matin, c'est des sprints dans mon salon en rétention, donc sans respirer, donc poumon vide. C'est vraiment quelque chose de très très dynamique, très rajas. En même temps, je travaille sur mon souffle évidemment. Et après, j'ai une routine qui est un peu plus, qui va tout doucement vers quelque chose de méditatif. Donc, il faut savoir aussi s'analyser dans quelle énergie on est et trouver un outil, que ce soit du yoga ou pas, qui nous ramène dans vers le côté opposé. Et quand le monde est dans cet état de lac tranquille, tout ce qu'on va mettre comme ingrédient le matin, ça va avoir un grand impact sur notre journée. Donc, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir ça, quoi. Et de jamais l'arrêter. Parce que quand on démarre quelque chose, c'est dur, ça demande beaucoup d'énergie. Quand on le continue, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Mais l'arrêter et le reprendre, c'est une énergie colossale qu'on dépense. Donc si on a 1 heure de routine et qu'on n'est pas en mesure de la faire le matin, on va juste faire 5 minutes. Mais se tenir à cette routine, à se tenir le mental en haleine et de se dire, oui, je suis capable de la tenir tous les jours. Moi, des fois, je me lève et je fais 10 minutes de pranayama et puis j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Mais je l'ai fait. Du coup, le lendemain, je fais 1h30 et je perds pas mon routine. C'est plus important. C'est ce qu'on appelle la sadhana en yoga. C'est ce qu'on fait quand le monde est dans l'état le plus sattvique, donc l'état d'équilibre. Et pour moi, c'est un des trucs les plus importants pour un prof, un élève ou une personne lambda, c'est ça, quoi. Yes. Ça, c'est non négociable, en fait, pour être bien. Tout à fait. Je pense, hein. Non, bah après, là-dedans, je te rejoins, c'est vraiment la routine matinale qui est pour moi aussi pour l'avoir, l'expérimenter tout simplement, en fait, aussi. Et ce que tu disais par rapport à justement le fait de comprendre quand le monde est justement sur ce lac tranquille aussi. Si j'avais expérimenté vraiment, bon, après, au niveau de ce que nous dit, par exemple, l'Ayurveda, qui va nous dire qu'il faudrait se lever 48 minutes avant le lever du soleil, c'est le moment le mieux pour se réveiller le matin, en fait. Et du coup, c'est vraiment de comprendre si on suit un petit peu ces règles, en quelque sorte, qui ont été posées sans chercher vraiment à comprendre pourquoi. Mais juste de le faire, on se rend compte que c'est presque magique, en fait, parce qu'on se rend compte que oui, il y a vraiment quelque chose de plus de spécial qui se fait à ces moments-là. Je pourrais faire ma routine, par exemple, 2 heures plus tard, elle aura pas le même impact, en fait, sur moi. Juste parce que je l'ai fait à une certaine heure, en fait. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, je pense que derrière, on est un peu sur des choses précises, là, mais c'est vraiment super important. Donc, la routine du matin, et vraiment le faire dans cet état-là, en fait, du lac tranquille, en fait. Et comprendre aussi soi-même dans quel état on est, et faire une activité qui est l'inverse de l'état dans lequel on est, justement. Donc, si on est léthargique, de faire une activité qui va être beaucoup plus active. Et au contraire, si on se réveille de manière très active,
faire quelque chose qui va nous rendre un peu c'est plus ça. stable, plus calme, quoi. Ouais. Donc, là-dessus, super conseil. Je te remercie pour cela. Du coup, ça fait un petit moment qu'on discute. Bon, ça va, on a encore 10 minutes. Au niveau de une des questions qui, moi, me vient, c'est vraiment aussi que j'aime beaucoup, c'est les inspirations. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire ou quelles sont les personnes qui t'ont inspiré aussi à pouvoir tenir, justement, à te poser comme valeur l'éthique et la tenir? C'est tout d'abord mon premier formateur, Mathieu Boldron. Mhm. Il avait une éthique de fou. Euh, il était dur. Alors, il était dur comme formateur. Quand je l'ai vu dans la première formation, il était un peu plus light après, Ouais. plus léger, mais il était très rajas quand je l'ai vu. Et il avait une très très grosse discipline, une très grosse éthique. Il a réussi à nous la transmettre. En tout cas, Mhm. moi, il a réussi à me la transmettre. En fait, je vais te raconter une petite histoire. À un moment donné, il demande à une élève quel est le script de la séquence pour passer de chien tête en bas à je ne sais quelle posture. Elle lui dit j'ai pas eu le temps. Il dit t'as pas eu le temps. Puis là, il lui dit sa journée. Je me suis levé à 4 heures. J'ai pratiqué pour être en forme, pour vous donner un cours, etc., etc. Il a dit si vous n'avez pas le temps, arrêtez d'enseigner. Sinon, vous serez juste un de plus. Tu vois, des petites choses comme ça, ici et là, qui m'ont vraiment marqué. Je me suis dit, ok, pratiquer avant d'enseigner, être dans une bonne forme, prendre le temps, tout ça, c'est des trucs qui ont été imprimés comme ça en moi. Et puis aussi, ce qu'il nous a donné il nous a donné un cours sur l'éthique et le business. Tu vois, le business, on peut en parler, mais il faut vraiment mettre une éthique. Donc, Ouais. voilà, ce qu'on fait avec, ce qu'on doit proposer aux élèves et comment on fait pour respecter aussi la concurrence, enfin ceux qui sont autour de nous. C'était très Mhm. important pour lui et il nous l'a bien dit. Ouais. C'est vrai que, Et donc, enfin, je pense que c'est ça. ouais, C'est lui qui m'a inculqué tout ça. d'accord. Donc, c'est d'avoir justement vécu et d'avoir côtoyé quelqu'un qui avait une éthique, une grande éthique, qui, toi, t'a permis de voir aussi Ouais, qu'est-ce que ça permet justement de développer cette éthique-là et toi, ça t'a inspiré, quoi, à le faire pour toi aussi. Yes. ouais. Et puis aussi, j'avais beaucoup de connexions avec ce que j'avais imaginé du yoga aussi, Mhm. à Saint-Pierre, etc. Comment on devait se comporter face aux élèves et tout. Et pour moi, ça, c'était hyper fort, hyper connecté, tout ce qu'il nous avait dit. D'accord. Une question que j'aime bien poser aussi, c'est est-ce que pour toi, il y a on va dire, des fausses croyances, des idées reçues, en fait, sur la notion d'éthique? Euh, je pense que l'éthique, c'est une, c'est une définition qu'on met dans sa boîte. Mhm. En fait, ce qu'au fond de nous, on se sent aligné avec ce qu'on met dans la boîte éthique. Ouais. Il y a des profs, ils vont avoir une définition de l'éthique qui est complètement différente de la mienne. Moi, ça va être bien payer les profs qui travaillent avec moi, donner des bons cours, préparer mes cours, avoir une bonne énergie, ne pas trop en faire, rendre le yoga accessible au niveau des tarifs, etc. Ça, c'est mon éthique et être sympa avec la concurrence. Donc ça, c'est ma définition d'éthique. Il y en a qui vont avoir d'autres définitions. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on se sent aligné avec ça? Est-ce qu'au niveau de notre cœur, au niveau de notre être le plus profond, est-ce que ça résonne correctement ou est-ce qu'on se dit ah, c'est pas bien ce que je fais. Et puis moi, des fois, j'ai eu des idées qui n'étaient pas éthiques, hein, selon ma définition. Ouais. Et ce qui m'a empêché de les faire, c'est ça, c'est ce côté, ça résonne pas en moi, tu sens que c'est pas bien, quoi. Tu vois, je te donne l'exemple des mails. Une fois, j'ai reçu un mail d'une prof et je voyais il y avait tous les mails des autres élèves, elle les avait pas cachés. D'accord. Moi, je me suis dit, ça se trouve, je peux envoyer une promo à tous les élèves là. Mhm. Et puis il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit c'est pas éthique, tu le fais pas.
C'est hors de question. Et du coup, j'ai jamais fait. Yes. Donc c'est ça, parce que ça résonne au plus profond de nous-mêmes. Tout à fait. Et là-dessus, je te rejoins aussi énormément Enfin, c'est pour ça que j'en reviens un peu sur cette notion d'incarner ses valeurs. Vraiment aussi, je trouve que là, c'est un parfait exemple que tu nous donnes par rapport à cette notion. C'est premièrement que les valeurs, en fait, elles sont propres à chacun. C'est-à-dire qu'on donne chacun sa propre définition de la valeur. Le plus important, c'est pas la définition. Le plus important, c'est d'être en accord avec cette définition. Et comme là, tu nous donnes par l'exemple, c'est que pour toi, cette action-là ce comportement n'était pas en accord avec ta définition de l'éthique, donc tu ne le fais pas, point. Et c'est, y a même pas de question à se poser, quoi. C'est juste à chaque fois de se dire, est-ce que là, ce que je fais est en accord avec ma valeur? Et si c'est pas le cas, je ne le fais pas, point. Et derrière, c'est une des questions que je posais aussi souvent au niveau des interviews. Quel est le bénéfice de faire cela, en fait? Pour toi, est-ce que tu te dis qu'il y a un bénéfice quels sont les bénéfices que tu as à vraiment oser faire les choses qui parfois, dans ces moments-là où tu disais justement, si l'idée dans ta tête, c'est qu'il y avait quand même un bénéfice à le faire. Et derrière, tu te dis, OK, je dis non à ce bénéfice pour rester en accord avec mes principes. Quels sont les bénéfices à faire ça? J'ai eu plusieurs formateurs. Ils m'ont toujours dit la même chose. Mathieu Boldron, Dylan Werner, ils m'ont dit la même chose par rapport à comment être le meilleur prof de yoga possible. Il a dit, il faut être authentique. Et Mathieu, on va pas le voir parce qu'il fait des handstands ou des inversions. On va le voir parce que ce qu'il propose, c'est pur, c'est authentique, c'est aligné et il triche pas. Et Dylan Werner, il a un succès fou dans le monde parce que il est aligné, en fait. Il est aligné et il propose vraiment quelque chose d'authentique. Et ils nous ont dit que la réussite, c'était ça. C'était pas la qualité du prof, c'était l'authenticité. Est-ce qu'on était authentique? Est-ce qu'on était aligné, en fait, avec tout ce qu'on propose? Ouais. Tout à fait. Je pense que ça, c'est... là-dedans, toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont tous dit la même chose, en fait. Tout le monde, ça a été cela. C'est être en accord avec soi et exprimer qui l'on est réellement et clairement que c'est la base, là-dedans. Donc... c'est la base de la réussite, en fait. Ouais. Pour réussir, il faut être authentique et être aligné avec l'éthique. Tout à fait. Eh bien, du coup, je pense que voilà, on a quand même fait pas mal le tour de ce beau sujet de l'éthique. Cyril, je t'en remercie vraiment pour tous ces conseils, toutes les idées que tu nous as apportées. J'imagine que derrière, il y a peut-être des personnes qui ont été inspirées par ce que tu as dit et qui aimeraient en savoir peut-être un peu plus sur toi, ce que tu proposes, ce que tu fais. Si les personnes veulent te contacter ou avoir des informations sur tes services, comment elles peuvent te joindre? Alors, ils peuvent me joindre sur Yoga Saint-Pierre, la page Facebook, Yoga Saint-Pierre, la page Instagram, ou sur le site http://yogasaintpierre.fr.com. Yes. Moi, ce que je propose, c'est des cours de yoga avec beaucoup de nuances d'un cours à l'autre. Ouais. Tous les profs qui viennent enseigner, j'essaie du mieux possible que ce soit des profs qui soient alignés avec mes valeurs. Donc, tous les profs actuellement qui enseignent, ils préparent leurs cours, ils sont à fond. Quand il y a un cours, ils ont une éthique et une discipline qui est en accord avec ma définition. Et je peux proposer aussi peut-être s'il y a des profs intéressés pour enseigner, s'ils ont la même éthique que moi, s'ils ont la même vision, pourquoi pas me contacter. Des fois, il y a des créneaux, il y a des possibilités, donc qui n'hésitent pas à le faire. Voilà. Super. Eh bien, l'appel est lancé. De toute manière, voilà, dans la description du podcast, il y aura toutes les informations pour toutes les personnes qui souhaitent te contacter. Pour clôture, j'aurais une dernière question à te poser. C'est si tu étais à ma place et que tu avais la possibilité de te poser une question que moi, je n'ai pas posée, quelle serait cette question? Intéressant. Si j'étais à ta place, je t'aurais demandé quelle est la définition du yoga pour toi. D'accord. C'est une question difficile. Ouais. Et du coup, toi, quelle est ta définition du yoga?
Alors, pour moi, le yoga, c'est une connexion entre le corps, l'esprit, évidemment, mais c'est surtout être ouvert, en fait, à l'évolution. Donc, on apprend des choses au yoga qui ont une certaine ancienneté, qui ont une certaine, des fois, qui ont certains dogmes. Et pour moi, le yoga, c'est accepter qu'il a évolué, et c'est d'accepter qu'il continue d'évoluer. Et surtout ne pas le mettre dans une boîte où on dit ça c'est du yoga, ça c'est pas du yoga, etc. Ça a tellement évolué, ça suit tellement aussi les influences de la société. Par exemple, les postures que l'on a actuellement, c'est parce qu'il y a eu un mouvement de body culture qui est arrivé en Inde, en fait, qui arrive aux États-Unis, en Inde, et on voulait aussi préparer les Indiens à la guerre, donc on voulait leur donner un yoga qui était très physique, très athlétique, donc c'est aussi arrivé comme ça avec la culture. C'était pas il y a 100 ans, on faisait pas des postures comme ça. Et donc c'est accepter aussi que ça évolue, parce que maintenant, par exemple, il y a des nouvelles découvertes sur les fascias in vivo, pas in vitro, sur les fascias, comment fonctionnent les fascias sur un corps vivant. Et du coup, il y a des mouvements qui vont impacter des lignes de fascia, par exemple. Et ça, c'est tout nouveau. Donc, il faut accepter aussi que ça évolue aussi dans le mouvement. Que les mouvements soient pas figés, que les postures soient pas figées, que la discipline et la rigueur soient pas figées, que tout est en constante évolution. Donc, c'est ça pour moi le yoga aussi. C'est faire le pont entre le présent et ce qui a été écrit aussi, qui est hyper important au niveau philosophique. Donc ne pas oublier ce qui a été fait, puis le mettre dans le contexte avec les corps d'aujourd'hui et les mentalités d'aujourd'hui pour essayer de l'adapter. Un petit peu comme l'a adapté le père du Hatha Yoga moderne, qui est Krishna Brahmacharya, qui a dû faire évoluer le yoga, en fait, parce qu'on lui a dit ok, c'est un Maharaja qui lui a dit qu'il fallait que le yoga soit athlétique. Et du coup, il a dû adapter, lui, avec ce qu'il avait appris entre ce qu'on lui demandait de faire et la philosophie qu'il avait. Donc, il a fait un petit mix de tout ça. Et il a très bien fait. On l'utilise encore aujourd'hui. Puis, moi, j'encourage tous ceux qui enseignent le yoga à faire pareil, à analyser ce qu'il y a avant, ce qui est maintenant, et d'essayer d'être aligné avec ce qui se passe maintenant aussi. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est une très belle définition, et justement, c'est de mettre l'accent sur cette notion d'évolution aussi, sur laquelle je te rejoins beaucoup. Pour ma part, ça va être, on va dire, la définition spirituelle, en fait, où j'aime beaucoup parler. Je suis une personne j'aime m'instruire, en fait, sur tout ce qu'il peut y avoir de spirituel, on va dire, dans l'Antiquité, même auparavant, et au niveau de la religion aussi. C'est des sujets qui m'interpellent beaucoup. C'est vraiment aussi ma quête, si je peux dire, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qu'on doit garder de l'ancien? Comment on l'adapte aussi à la vie actuelle, le monde moderne, et qu'est-ce qu'on va avoir pour le futur aussi, en fait. Et que cette notion d'évolution, elle est clé. Les choses ne peuvent pas rester figées, on ne peut pas continuer à avoir les mêmes enseignements qu'il y avait 5000 ans de cela, quoi. Donc forcément, le monde évolue, et on a besoin à chaque fois de renouveau et de personnes, et d'oser justement expérimenter, essayer. Donc, je te remercie d'avoir partagé cette définition du yoga pour certaines personnes qui, elles, peuvent se dire que, elles ont pas forcément, elles ont cette vision, mais qu'elles n'osent peut-être pas l'expérimenter ou la pratiquer. Le fait de pouvoir partager, justement, des fois, donne l'autorisation à certaines personnes qui parfois n'acceptent pas et se disent, le simple fait de l'entendre, je pense, peut raviver quelques flammes, et je te remercie de l'avoir participé, de l'avoir partagé. Eh bien, Cyril, voilà ce qui donne fin à notre interview. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. J'espère que ça a été un plaisir pour toi autant que pour moi d'avoir pu t'écouter. Ouais, c'est passé très vite. Ouais. C'était intéressant comme sujet. Super. Bon, en tout cas, je suis content que ça t'ait plu. Pour tous les auditeurs, j'espère que vous avez pu en retirer, comme à chaque fois, une petite pépite. Parce
comme j'aime le dire, c'est de se concentrer sur une seule chose. S'il y a un point qui a résonné avec vous, juste de le prendre, méditer un petit peu ce point et surtout vous demander qu'est-ce que vous pouvez en faire dans votre vie, quelle action vous pouvez mettre en place à partir de cela pour pouvoir mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie dès aujourd'hui. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain épisode et d'ici là, comme à mon habitude, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye à tous. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, bye bye. Après, bye bye. Après, bye bye. Après, bye bye.